Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les diodes. Je vous propose donc deux types de diodes, la diode à jonction PN et la diode Zener. Voilà le symbole de la diode. C'est un dipôle passif, non linéaire. Donc lorsque je dis passif, on pense à la convention récepteur. Le sens de ID est l'opposé du sens de VD. Le courant ID traverse la diode en passant par le potentiel le plus élevé appelé l'anode et en allant au potentiel le moins élevé appelé cathode. Comme dans le cas linéaire, il faut faire la différenciation du concept du composant électronique idéal et du composant réel. C'est le cas donc pour la diode. Observons donc la caractéristique d'une diode idéale. Lorsque VD elle est négative, la diode est équivalente à un circuit ouvert. Le courant ID elle est nul dans cette zone. Dès que VD essaie d'être positif, nous avons ici l'apparition d'un courant ID. Et la tension VD au bord de la diode, elle est presque nulle. On dit que la diode est un conducteur idéal. Donc il n'y a pas de résistance. Lorsque VD elle est négative, on parle de polarisation inverse. Dans le cas contraire, on dit que la diode elle est sous polarisation directe. Ce type de composant est très utilisé pour réaliser des fonctions électroniques comme par exemple le redressement, et la majorité des diodes sont à base de semi-conducteurs. Généralement, c'est le silicium qu'on utilise. Voyons ici la caractéristique d'une diode réelle. Donc, lorsque le courant ici elle est négative, il y a apparition d'un courant de saturation. La valeur du courant ID lorsque VD elle est négative, elle est égale à moins IS. Ceci dit, IS il est positif. Le IS, il varie entre quelques nanoampères à quelques microampères. Il dépend fortement de la température. Et lorsque VD elle est supérieure très supérieure à une certaine valeur ici, c'est la seuil, c'est la tension seuil de la diode. Lorsque VD elle est dans cette zone ici, on peut linéariser la caractéristique de la diode. Et dans ce cas, ID n'est pas proportionnel à VD, mais une équation linéaire existe entre le courant ID et la tension VD. Maintenant, regardons cette zone, cette arrondie. Ici, je l'ai appelée zone du code. À peu près de 0 jusqu'à la valeur ici V0. Ben, cette zone, elle est fortement non linéaire et elle peut être approximée donc par l'équation de cette approximation de Shockley qui nous donne la relation l'ion ID et la tension VD. Nous avons ici ID est égal à le courant IS, le courant de saturation ou aussi dit courant inverse, fois l'exponentielle VD, la tension au bord de la diode, sur le produit NVT moins 1. N, c'est un facteur d'idéalité et vous pouvez trouver sur quelques ouvrages, on l'appelle aussi le facteur de non-idéalité. L'essentiel, c'est un paramètre
compris entre les deux valeurs 1 et 2. Vt, c'est un paramètre qui dépend fortement de la température, et donc Vt est égal à K fois T sur E. K, c'est la constante de Boltzmann, T, la température donnée en Kelvin, et E, c'est la valeur absolue de la charge d'un électron. Bien sûr, le ID, il dépend de la température via le courant de saturation IS et aussi via ce paramètre VT. À noter que cette tension VT qui dépend de la température, on l'utilise souvent, soit lorsqu'on fait une modélisation de la diode en régime dynamique, soit pour les transistors bipolaires. Donc, à noter qu'à température ambiante, cette valeur elle est égale à 26 mV. Voyons maintenant quelques limites et caractéristiques de la diode. Donc, la première caractéristique, bien sûr, après la tension seuil V0 en polarisation directe, on trouve le courant ID. C'est le courant direct maximum acceptable par la diode en régime permanent. Ce courant s'échelonne de 50 mA à plusieurs ampères. Ça dépend bien sûr des diodes. La deuxième caractéristique, maintenant en sous-polarisation inverse, c'est la tension inverse de claquage. Lorsque VD atteint cette valeur, bien sûr en polarisation directe, la diode elle est souvent détruite. Donc soit par effet d'avalanche pour une diode à jonction P1, soit l'effet avalanche, soit l'effet Zener, et aussi l'effet tunnel pour la diode Zener. Le VBR elle est généralement supérieur à 50 volts. Les constructeurs, donc les fabricants, nous donnent dans les cahiers techniques des composants, des diodes dans ce cas, une tension VR. C'est la tension maximale inverse acceptable par la diode. Bien sûr, elle est inférieure à VBR. Une autre limite ou bien une caractéristique, c'est la puissance maximale que peut supporter une diode. Donc, cette puissance, lorsqu'on va voir par la suite le point de fonctionnement d'une diode, et donc il faut toujours s'assurer que le produit à chaque instant ID fois VD, elle est inférieure à la puissance maximale, sinon la diode sera détruite. Voyons ce troisième point, ça concerne le point de fonctionnement ou le point de repos d'une diode. Le problème est le suivant. Étant donné un circuit à diode, et on cherche quelle est la valeur du courant ID traversant la diode et quelle est la tension VD à ses bords. Prenons ce simple circuit, nous avons ici un générateur de tension E en série avec une diode et nous avons ici une résistance R, elle peut jouer le rôle d'une charge résistive. Dans cette figure ici, nous avons là la caractéristique IDVD, la caractéristique de la diode. Donc, on commence par la loi de May. Elle va nous donner E est égal à VD moins R fois I. En développement, on trouve que ID est égal à E moins VD sur R. Et donc, cette équation elle est appelée l'équation de la droite de charge. Et on va tracer la droite de charge sur la même figure ici. La droite de charge coupe l'axe de VD en E et l'axe de ID en E sur R. Le point d'intersection de la droite de charge avec la caractéristique, elle est appelée point de fonction. Donc si nous avons l'équation de la droite de charge, on peut déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonction. Comme on peut le déterminer
par calcul, donc par calcul analytique. Dans ce cas, nous utiliserons l'équation de la droite de charge. C'est une équation à deux variables id et vd, et il nous faut une autre équation à deux variables id et vd, bien sûr une équation, souvent c'est une équation linéaire liant id à vd. Et dans ce cas, on peut faire le calcul analytique des coordonnées vp et ip du point de fonctionnement. Passons maintenant à la modélisation. Commençons par la modélisation statique. Le terme statique ici veut dire qu'on va ignorer les effets capacitifs de la jonction et aussi la durée de commutation de la diode. On va supposer que cette durée elle est nulle. Commençons par une première approximation, c'est la diode dite idéale. Donc on suppose que la tension seuil V0 elle est nulle. Et on suppose que en polarisation directe, lorsque VD est positif, la diode est équivalente à un court-circuit. Et dans ce cas, nous avons l'apparition du courant ID. La diode elle est dite passante. Si VD elle est négatif, ID est égal à 0, la diode elle est bloquée. Donc elle est équivalente à un circuit ouvert. C'est la fonction primitive, donc la fonction première de la diode. Elle ne laisse passer le courant qu'en dans un seul sens. Donc vers l'anode en haut, de l'anode en haut vers la cathode en haut. Voyons le schéma équivalent d'un simple circuit à diode. Si la tension elle est positive, nous aurons la diode polarisée en direct. Elle est équivalente donc à un court-circuit. Et dans ce cas, la diode elle est passante et son comportement est équivalent à dire que ID elle est positif. On trouve dans ce cas VD est égal à 0. La diode est un conducteur parfait. Il n'y a pas de résistance. Par contre, si E elle est négative, la diode elle est équivalente à un circuit ouvert, donc la diode elle est bloquée dans ce cas et son comportement est équivalent à dire que VD elle est négative et on trouve que ID est égal à 0. C'est un circuit ouvert. Voyons maintenant une deuxième approximation. Cette deuxième approximation, on suppose toujours que la diode elle est idéale, mais on ne va pas négliger la tension seuil V0. Cette tension seuil V0, elle est comprise entre 0,6 et 0,8 volts pour les diodes à base de silicium et entre 0,2 et 0,4 volts pour les diodes à base de germanium. Intéressons-nous au schéma équivalent toujours, nous avons ici le même circuit. Si E, maintenant, elle est supérieure à V0, lorsque VD est supérieur à V0, nous avons l'apparition du courant ID. Dans ce cas, la diode est équivalente à V0, elle est équivalente à un générateur de tension idéale délivrant une tension constante V0. Et dans ce cas, le comportement est équivalent à dire que ID est positif et on trouve VD est égal à V0. Dans le cas contraire, toujours la diode elle est bloquée, donc lorsque E est inférieur à V0, nous aurons ici la diode est équivalent à un circuit ouvert et dans ce cas la diode bloquée est équivalente à VD inférieur à V0. Donc pour ce troisième type de modélisation, on suppose que la tension seuil est non nulle avec une résistance directe. RD aussi non nulle. Qu'est-ce que nous avons fait ici? C'est juste la zone du coude, on l'a négligée. Il y avait ici un arrondi, donc nous l'avons négligé. Et nous avons 12 segments connectés dans le point V0, 0.
Intéressons-nous au schéma équivalent. Donc, nous avons toujours le même circuit. Si E est supérieur à V0, dans ce cas, la diode elle est passante, mais elle est équivalente à l'association en série d'un générateur de tension idéale, V0, et de la résistance RD. Bien sûr, la résistance, ce n'est que l'inverse de la pente. Et nous avons VD est égal à V0 plus RD fois ID. Dans le cas où E est inférieur à V0, la diode elle est bloquée, est équivalente à un circuit ouvert, et ce comportement est équivalent à dire que VD elle est inférieur à V0. Maintenant, pour le calcul d'un point de fonction, étant donné un circuit, comment on peut trouver ce point de fonctionnement? Donc la démarche elle est trop simple. Il faut commencer par choisir un état. Par exemple, on va faire, supposons que la diode est passante. Et on continue le raisonnement. On trouvera le point de fonctionnement et on va vérifier l'hypothèse. Si on trouve par exemple, je dis que, supposons que la diode est passante, elle est équivalente à dire que le courant ID est positif, et en cherchant, en faisant les calculs, on trouve que ID est positif, donc c'est bon, tout est bien, donc il faut continuer, trouver VP, et voilà les deux coordonnées du point de fonctionnement. Mais si on trouve par exemple que ID est négatif, et nous on suppose que déjà la diode est passante, ID est positif, il y a contradiction, et dans ce cas, il faut voir l'autre, il faut prendre l'autre état. Donc, supposer que la diode elle est bloquée. Donc, prenons une première application donc, et essayons d'appliquer cette démarche. Nous avons ici un simple circuit à diode. Nous avons la tension seuil prise égale à 0,6 volts et la résistance RD de la diode égale à 15 ohms. Il s'agit bien d'un modèle linéarisé. Donc, commençons par la première hypothèse. Nous avons dit, on peut supposer que la diode passante, comme on peut supposer que la diode elle est bloquée. Supposons qu'un étudiant a supposé que la diode elle est passante. Donc, c'est équivalent à ID supérieur ou égal à 0. Maintenant, on doit trouver la valeur de ID. Donc, on va utiliser la loi de May. Avant d'utiliser la loi de May, puisque la diode est passante, en modèle linéarisé, elle est équivalente à l'association en série du générateur de tension idéal V0 et de la résistance RD. Donc on remplace V0 RD en série à la place de la diode. Donc la loi de Kirchhoff nous donne, bien sûr après développement, nous donne ID. Le courant ID est égal à E moins V0 sur la somme de la résistance de la charge ici et de la résistance de la diode RD. Ce qui nous donne 4,33 mA. Regardez, elle est positive. Donc, notre hypothèse de départ, elle était correcte. Donc, on continue notre travail. On trouvera que VD est égal à 0,66 volts. Supposons maintenant que nous avons commencé avec l'autre hypothèse, que la diode elle est bloquée. Donc en partant de l'hypothèse d'une diode bloquée, nous avons VD inférieur ou égal à, est équivalent à dire que VD inférieur ou égal à V0. La diode est bloquée donc, elle est équivalente à un circuit ouvert. La diode est équivalente à un circuit ouvert, donc aucun courant ne traverse la résistance R, et donc VD est égal à 5 volts. Nous avons VD est égal à E est égal à 5 volts, supérieur strictement V0. Et nous avons supposé que VD est inférieur ou égal à V0, donc c'est une contradiction. Et donc, dans ce cas, si nous avons commencé par cette hypothèse, la première, il faut supposer que il faut prendre la diode, elle est passante, et faire les calculs.
une observation pertinente du circuit, elle nous permet de choisir, est-ce qu'on va commencer, de choisir l'hypothèse. Mais normalement, on va prendre arbitrairement une des deux hypothèses, soit la diode passante et soit la diode bloquée, et faire la démarche. Prenons cette deuxième application. Donc nous avons ici un générateur de tension E, délivrant une tension 5V, une résistance de valeur 60 ohms, une diode dont les caractéristiques sont V0 est égal à 0,6 volts et RD est égal à 10 ohms. Et ici nous avons, à la sortie du circuit, nous avons une résistance d'une grande résistance d'une valeur N maigre. Prenons une hypothèse et supposons que la diode elle est passante. Donc c'est équivalent à dire que ID elle est positive. La diode étant passante, elle est équivalente, cette diode est équivalente à l'association en série d'une résistance avec un générateur de tension idéal égal à 0,6 volts. Ben, pour trouver le courant ID, nous avons ici, regardez, nous avons ici deux générateurs de tension. Voyons ici que tous les dépôts sont linéaires. Ici, nous avons un générateur de tension idéal. Il n'y a pas de résistance associée. Et c'est un générateur de tension idéal. Nous avons les trois résistances supposées aussi linéaires. Et dans ce cas, on peut utiliser le théorème de superposition. On va annuler un générateur de tension et on va calculer là le courant. Par exemple, ID1. Par la suite, on va annuler ce générateur de tension. Lorsque je dis annuler, je vais le remplacer par un circuit fermé, un court-circuit. Donc ce schéma, il est équivalent à l'association de deux schémas. Ce premier, je vais calculer l'effet du générateur de tension de la diode qui va me donner un premier courant ID1 et dans le deuxième, je vais trouver le courant ID2 en annulant ce générateur de tension. Et donc ID serait égal à ID1 plus ID2. Regardez ici, j'ai deux résistances en parallèle. La résistance de gauche ici, elle est largement inférieure à cette résistance de 1 mégaohm. Et donc, leur équivalent, c'est la résistance de la petite valeur. La même chose ici. Donc, j'aurai donc ce circuit est équivalent à ce circuit ici. Et la même chose pour l'autre circuit. Donc maintenant, c'est facile de trouver ID1. ID1, c'est VD sur la somme des deux résistances en série. Même chose ici. Le ID2, ce n'est que le 5 volts sur la somme des deux résistances en série. Donc je trouve ID1 et ID2. Bien sûr, ID1 il est positif et ID2 il est positif. Automatiquement, la somme des deux qui nous donne ID, elle est positive. Et donc, notre hypothèse, elle est vérifiée. Donc, on continue le calcul, on trouve ID, et voilà, on calcule le VD. Bien sûr, comme je viens de dire, le principe de superposition n'est plus valable en présence de composants non linéaires. Heureusement, dans notre cas, nous avons utilisé le modèle linéarisé de la diode, et donc, nous avons ici que des composants linéaires. Donc, nous avons pu profiter du principe de superposition. Passons maintenant à la modélisation dynamique. Bien sûr, en régime petits signaux.
on va supposer que la variation elle est lente, donc nous sommes en basse fréquence. Pour que la caractéristique statique reste valable. Et commençons par une polarisation directe de la diode. On va essayer de trouver le modèle dynamique de la diode en polarisation directe. Considérons donc un point de fonctionnement. Voilà. Voilà notre caractéristique en bleu de la diode. Et considérons un point de fonctionnement. Bien sûr, le point de fonctionnement, il dépend de schéma électrique. Il dépend de la droite de charge. Parce que le point de fonctionnement, c'est l'intersection de la droite de charge avec la caractéristique de la diode. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une petite variation de faible amplitude, petit v. Donc, à Vp, la tension du point de fonctionnement, on va ajouter à cette valeur, on va faire une petite variation. Petit v est égal à delta v de faible amplitude autour du point de fonctionnement. Cette variation, elle va engendrer une petite variation du courant appelé petit i, est égal à delta i. Juste une petite variation. Si on choisit le point de fonctionnement de telle sorte que Vp elle est supérieure à 0,3 volts, on va trouver que l'exponentielle V sur MVT elle est largement supérieure à 1. Et dans ce cas, la relation de Shockley peut être réduite à la relation suivante. I est égal à IS fois l'exponentielle V sur MVT. Et bien sûr, on va l'utiliser, cette relation, au voisinage du point P. À noter que l'objectif de cette partie est de dire que le modèle équivalent de la diode en régime dynamique au voisinage d'un point de fonctionnement, ce n'est que la pente. Ce n'est que dI sur dV au point P. Bien sûr, dans ce point. C'est que cette partie ici. C'est comme si on va faire une linéarisation locale de la diode. Donc, I est égal à IS fois exponentielle V sur MVT. Et donc, on peut l'utiliser aussi pour le point P. Donc, IP est égal à IS fois exponentielle VP sur MVT. On va utiliser ce résultat par la suite. Donc, je vais faire une dérivation. Donc, DI est égal à IS fois NVT fois l'exponentielle V sur NVT fois DV. Regardez ici, après dérivation, j'ai remplacé V par VP. Puisqu'on s'intéresse au voisinage de VP, donc V, donc le DI sur DV, ici, DI sur DV, elle dépend de VP et de IP. Donc, DI sur IS NVT fois l'exponentielle VP sur NVT fois DV. La petite variation, elle est de très faible amplitude. Normalement, le V est égal à quoi? Est égal à VP plus ou moins petit v. Et comme V est très inférieur devant grand V, donc on va supposer que le V est égal à VP ici. C'est juste pour alléger les calculs. Nous avons ici le IS et voilà une relation entre IS et IP. Et donc on peut en déduire d'ici que IS est égal à IP sur l'exponentielle VP sur MVT. On va remplacer donc l'expression de VS dans cette expression. On trouve que DV est égal à MVT sur IP fois DI. DV, ce n'est que la petite variation V et DI, la petite variation équivalente. Donc on trouve que V est égal à MVT sur IP fois I. Regardez, c'est une tension et ici c'est un courant et donc ce quotient ici ne peut être qu'une résistance. En notant RD est
égal à MVT sur IP, nous trouvons que V est égal à RD fois I. RD, elle est appelée la résistance dynamique de la diode au voisinage du point de fonctionnement P. Et le schéma équivalent au voisinage du point P est la résistance dynamique RD. Donc pour N est égal à 1 et à température ambiante, nous avons déjà vu que VT est égal à 26 millivolts. On trouve que RD est égal à 26 sur IP. RD est donné en ohm et IP en milliampères. Prenons une application. Nous avons ici un circuit. Donc normalement le circuit, nous avions un générateur de tension, E, la résistance R et la diode. Et nous avons ajouté une tension sinusoïdale de faible amplitude. Regardez, elle varie entre moins 0,1 et 0,1 volt, donc de très faible amplitude. Donc nous avons ici une résistance de 1 kΩ et un condensateur de couplage ici. En analyse statique, l'objectif ici est de déterminer le point de fonctionnement. En analyse statique, donc le condensateur est équivalent à un circuit ouvert et donc nous aurons juste là la grande maille. Donc le courant venant du générateur, il va traverser R2 et directement traverser la diode. Dans ce cas, nous avons IP est égal à E moins V0 est égal à 0,7 volts dans ce cas, sur la somme de la résistance R2 et de la résistance RD de la diode. Ce qui nous donne IP est égal à 2,14 mA. En calculant la tension VD du point de fonctionnement, donc VP ici, on trouvera que est égal à 0,72 volts. Maintenant, en analyse dynamique, nous avons une relation liant RD au courant du point de repos, IP. Nous avons déjà trouvé la relation, c'est 2,14. Donc 26 sur 2,14 nous donne 12,15 ohms. L'impédance équivalente du condensateur, donc c'est à peu près 16 ohms, largement inférieure devant R1. On peut la négliger devant R1. Et dans ce cas, on trouvera que VD est égal à 1,2 10-3 sinus oméga t, avec oméga t égal à 2pi 10 à la puissance 3. Voilà le nouveau schéma équivalent. En régime dynamique, on remplace les générateurs de tension parfaits par un court-circuit. Nous avons négligé le condensateur devant la résistance R1. Nous travaillons toujours au régime basse fréquence. Et voilà donc le schéma équivalent. Nous avons des ondulations résiduelles de 1,2 mV qui est faible. Lorsque nous avons parlé de la modélisation statique, nous avons supposé que les effets capacitifs de la diode sont négligés. En réalité, ils ne sont pas négligés. Le courant ID ne peut suivre les variations instantanées de la tension VD au-delà d'une certaine fréquence. Il y a apparition d'un déphasage entre le courant et la tension. Le modèle dynamique basse fréquence n'est plus donc valable. Ce retard entre ID et VD dépend aussi du sens de commutation de la diode. Est-ce que la diode elle passe de l'état passant à l'état bloqué ou l'inverse? Ben, ce retard il est équivalent aussi au comportement d'un condensateur. Donc entre la charge et la décharge d'un condensateur, donc dont la valeur augmente avec ID.
Donc ces effets capacitifs, on va les compenser dans le modèle vu tout à l'heure, ID est égal à VD sur RD. On va ajouter des composants capacitifs. On va ajouter un condensateur de capacité C est égal à CJ plus CD. Dans le nouveau modèle, CJ est la capacité de la jonction, ou dit aussi la capacité de transition, et CD c'est la capacité de diffusion. Bien sûr, elle est due à la variation de diffusion vers la zone la moins dopée dans une diode à jonction P1. En polarisation directe, la capacité de diffusion elle est largement supérieure à la capacité de transition. Et donc, le nouveau modèle dynamique, il ne faut pas oublier toujours le voisinage du point de fonctionnement. Il est donc la résistance dynamique en parallèle, donc c'est une association en parallèle de la résistance dynamique avec la capacité de diffusion. La capacité de diffusion. La capacité de diffusion, elle est proportionnelle à IP sur T. T en Kelvin. Et bien sûr, RD est égal à la résistance dynamique au voisinage du point P est égal à NVT sur IP. Regardez ici, nous avons ici IP et ici IP. Donc il s'agit bien qu'ils sont donnés au voisinage de IP. Maintenant, pour la polarisation inverse. L'origine du déphasage entre ID et VD, cette fois, il est lié à la zone de déplétion. Et en polarisation inverse, la résistance dynamique n'est pas nécessaire. Donc, une variation de VD, la variation de VD va augmenter le champ électrique dans la zone déplétée. Cette augmentation du champ, elle va déplacer des charges électriques dans la diode. À haute fréquence, ce déplacement engendre un courant mesurable. Et bien sûr, très supérieur à IS. On peut dans ce cas supposer que négliger IS devant ce courant. Ce comportement, on va le modéliser par la capacité CJ. Et dans ce cas, en polarisation inverse, la capacité CJ, elle est très supérieure à la capacité de diffusion. Et CJ varie en fonction de VP. C'est à peu près inversement proportionnel. Donc CG elle est proportionnelle à 1 sur la racine de VD moins VP. Donc lorsque VP augmente, cette valeur, elle augmente aussi. Et donc, le modèle dans ce cas, en polarisation inverse, toujours au voisinage du point de fonctionnement, elle est équivalent au simple condensateur CJ, de capacité CJ. Voyons maintenant la diode Zener. Le symbole de la diode Zener est le suivant. Regardez dans ce cas, le IZ, il entre du potentiel, donc il entre du cathode vers l'anode. Regardez VZ, c'est dans l'autre sens que de VD tout à l'heure. On verra pourquoi cette nouvelle notation. La diode Zener, elle est conçue pour fonctionner dans la zone du claquage inverse. Et donc la diode Zener, elle est conçue pour fonctionner en polarisation inverse.
elle est caractérisée par la tension zener VZ0. Bien sûr, toujours en polarisation inverse, et par définition, VZ0 il est positif. L'utilisation des diodes zener s'effectue donc principalement sous tension inverse. L'application typique de zener, c'est la régulation de tension. Elle est utilisée comme une référence de tension. Donc je viens de dire que VZ0 elle est par définition positive. Alors, regardez IZ, elle est le sens inverse de ID, et VZ le sens inverse de VD. Et comme nous avons pris VZ0, elle est positive, et que la diode elle est conçue pour fonctionner dans la zone de claquage, dans cette partie, donc on va considérer le repère VZ-OIZ au lieu du repère VZ-OID. À partir d'un courant IZ-min, regardez ici, IZ-min, regardez ici, il y a un certain arrondi. À partir du courant IZ, regarde, IZ il est positif. Le IZ-min il est positif ici, dans ce repère. Donc, lorsque IZ il est supérieur à IZ-min, nous avons dépassé ici l'arrondi et nous avons ici une droite linéaire. Donc, IZ-min il est défini comme le courant minimal au-delà duquel commence le domaine linéaire de la diode Z. Et bien sûr, ce courant ne doit pas dépasser un certain IZ-max. C'est le courant maximal supporté par la diode. Souvent, ce courant maximal, on peut le trouver en divisant la puissance maximale par VZ0. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que cette relation, Pmax, regarde ce que j'ai écrit, Pmax à peu près égale à VZ0 IZmax. Souvent, c'est pas souvent, souvent ça c'est correct, Pmax c'est à peu près VZ0 fois IZmax, mais il y a des constructeurs qui donnent une valeur inférieure au produit VZ0 IZmax pour la puissance maximale. Je vais donner quelques ordres de grandeur. Donc, VZ0, la tension zener, ça dépend des diodes. Donc, elle varie entre 1,8 et 390 volts. Ici, le courant minimal pour avoir le domaine linéaire, il varie entre 0,01 et 0,1 mA. Et la puissance maximale supportée par les diodes zener, elle varie de 0,01 jusqu'à 50 watts. Passons maintenant à la modélisation statique de la diode zener. Donc, la diode zener, dans ce modèle, elle est caractérisée par deux segments qui se réunissent au point VZ0O. Donc, il n'y a plus cet arrondi ici. Cette caractéristique, bien sûr, n'est valable que sous polarisation inverse, et sous polarisation directe, elle n'est pas modélisée. Regardez, la diode zener en polarisation directe, elle est équivalente à la diode à jonction P. La diode zener, elle est utilisée dans cette zone. Et donc, on s'intéresse juste à cette zone. Voyons le schéma équivalent de la diode zener. Lorsque la diode est passante, elle est équivalente à un générateur de tension idéal délivrant une tension VZ0 en série avec la résistance zener RZ0. Et dans ce cas, le comportement est équivalent à dire que IZ elle est compris entre 0 et IZmax. Et on va trouver que VZ est égal à VZ0 plus RZ0 fois IZ. Dans le cas inverse, la diode elle est bloquée. Elle est équivalente à un circuit ouvert. Regardez dans cette partie, IZ elle est nulle. Et bien sûr, le IZ il est nul et le comportement est équivalent à dire que VZ
elle est inférieure à VZ0. Donc on va terminer avec la diode électroluminescente, ou tout simplement LED. La circulation du courant provoque la luminescence. Donc, dans ce type de diode, lorsque un électron libre se recombine avec un trou, il y a génération d'un photon. Cette diode, elle est utilisée en polarisation directe. En polarisation inverse, aucune luminescence n'est générée. Et l'intensité lumineuse, elle est proportionnelle au courant ID. Et dans ce cas, il faut toujours, en polarisation directe, ajouter une résistance en série avec la diode. Ce type en série, je continue, donc en série avec la diode, de telle sorte que RS, elle doit être supérieure à la tension U moins V0, c'est pas VZ, V0, la tension seuil sur le courant IDM. C'est le courant direct maximum acceptable en régime permanent.